Voilà, alors bonsoir pour le dernier chapitre du fabuleux livre de Stephen et Chutisa Bowman, La conscience de la prospérité. Bonsoir Anne. Et voilà, on va commencer ce soir. On a une invitée spéciale, Tekla Broudik. Alors, présente-toi, dis ce que tu fais, où tu es, enfin voilà, avant de Bon, commencer. bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Joël. Je suis moi facilitatrice des BARS, d'Access Consciousness, et depuis 2 ans et demi, praticienne et facilitatrice depuis 2 ans et demi. Et j'adore tous les outils d'Access. Donc voilà, plus je m'amuse, et plus je suis contente. Ce livre est un cadeau. Voilà, et je suis enchantée de pouvoir venir en faire la lecture avec vous tous ce soir. Bon, ben voilà, Audrey, bonsoir. Bonsoir. Fidèle Avec au poste ma voix suave et tout à fait claire. et rauque. Oh là là. Bon, ben Tekla, si tu veux commencer, voilà, on peut commencer tout de suite le chapitre. Alors, je vais quand même dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont téléphoné. Elles ont reçu le livre qu'elles avaient commandé à la FNAC après un mois, plus d'un mois. Bon, avec un prix assez élevé. Voilà, je connais une qui a payé 56 € pour l'avoir. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, il y a, au niveau de l'audio, elle est toujours en. Steven voit avec les éditeurs là-bas, donc c'est en process. Voilà, on est dans le processus et on verra, on vous tiendra au courant. Je répète encore que Steven et Tutissa vont être à Rome au mois de mars pour faire une classe sur le business. Et aussi, ils seront en France pour des raisons personnelles au mois de juin. Donc, s'il y avait suffisamment de personnes qui seraient intéressées par une classe avec eux en France, il faut, vous pouvez le signaler ou signaler à Alison, envoyez-moi un mot. Et voilà, à partir du moment où il y a un engagement des personnes, suffisamment de personnes pour venir, on trouvera un endroit. Il y en a plusieurs qui ont été proposés et on les fera venir en France puisqu'ils y sont. Et de préférence dans le sud de la France parce que ce sera mois de juin. Voilà. J'ai fait la nonce pub. Super. Et sur quel thème? Enfin, est-ce qu'il y a un thème de choisi ou bien ça serait à définir? Non, c'est eux qui le détermineront. D'accord. Mais tout est bon. Ben oui, mais voilà, il y a le bénévolat de capitalisme. Oh, on en a parlé. Hmm. Ouais, enfin, tout est possible. Ouais, ok. Tu peux couper les micros, Joël, s'il te plaît? Ah, j'ai pas fait. Ouais. Ok. Except. Éclat. Et moi, je me mute parce que. Voilà, c'est bon. Tekla, tu es branché. Et voilà. Eh bien, on peut y aller. Donc, la conscience de la prospérité est un choix par Shutisa. Il y a de nombreuses années, nous avons commencé à explorer, Steven et moi, ce qu'il faudrait pour que nous puissions nous débarrasser du paradigme de la pénurie et adopter la conscience de la prospérité. Nous avons découvert que, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la prospérité n'a rien à voir avec le fait d'avoir d'énormes quantités de richesses et de possessions. Elle ne concerne pas uniquement l'argent, les ressources et les biens que l'on peut accumuler le long du chemin. La conscience de la prospérité n'est pas directement liée à la somme d'argent que les gens ont à leur disposition. Elle reflète plutôt la communion que les gens entretiennent avec l'argent, les possessions matérielles, eux-mêmes, les choses et les autres. Elle implique la manière dont ils se traitent eux-mêmes et se comportent avec les autres, de même que l'abondance qu'ils sont disposés à percevoir, à connaître, à incarner et à recevoir dans le monde.
Nous savons, Steven et moi, que de nombreuses personnes qui possèdent des quantités gargantuesques d'argent et de biens matériels sont néanmoins totalement empêtrées dans un état d'esprit de pénurie. Elles ont été influencées par le paradigme de la pénurie, de l'avidité, de la complaisance et de la méfiance qui y sont rattachées. Elles ont endommagé leurs relations avec les autres à cause de l'argent. Nous avons rencontré plusieurs propriétaires d'entreprises qui sont anticonscients au sujet de l'argent. Ils possèdent d'énormes ressources financières, mais ils utilisent l'argent comme un instrument de contrôle pour exercer leur pouvoir sur les autres. Nous sommes privilégiés de faire partie de l'univers des entreprises prospères et d'avoir pu ainsi être en contact avec des gens extrêmement riches. Nous avons eu de nombreuses occasions de voir comment certains individus ne semblaient pas entretenir une bonne relation avec l'argent, même s'ils en possédaient énormément. Ayant donc observé la façon dont nos clients se comportaient envers l'argent, nous avons cherché la racine de leur angoisse et de leur malaise à ce sujet. Surtout parce que cela semblait si injustifié. À la suite des discussions que nous avons eues avec des clients et des collègues, nous avons pu constater que parmi les individus qui sont extrêmement riches, une des convictions profondes les plus répandues parmi eux au sujet de l'argent était la suivante: je n'en ai pas encore assez, j'en veux plus. Super, un sentiment chronique d'insuffisance. Les gens qui n'ont pas encore la conscience de la prospérité souffrent d'un sentiment chronique d'insuffisance dans la vie. C'est le mode de pensée fondamental à partir duquel ils réfléchissent, agissent et fonctionnent dans le monde. Nous avons, Steven et moi, des amis extrêmement riches qui n'ont pas la conscience de la prospérité, bien qu'ils gagnent un salaire dans les 7 chiffres. Ces gens jouissent d'une énorme ressource financière et n'ont aucune dette, mais ils vivent toujours dans la peur qu'un jour cette fortune ne disparaisse. Ils sont si paralysés par la crainte de la pénurie qu'ils font des choix dans la vie qui ne leur apportent pas le bonheur. Plusieurs de nos amis riches choisissent de demeurer dans des carrières qui ne apportent aucune joie et les obligent à travailler jour et nuit. Ils gaspillent leur journée à faire ce dont ils n'ont pas vraiment envie, simplement pour gagner plus d'argent. Même lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, cela ne les rend pas plus heureux et détendus. Ils passent leur temps à ressasser des idées négatives par rapport à l'avenir. Est-ce que je ne risque pas de perdre mon argent dans cette transaction? Et s'il m'arrivait d'échouer, que se passerait-il si je n'arrive pas à trouver l'argent pour telle et telle chose? Que se passerait-il si je ne me retrouve en déficit? Ces gens sont assiégés de craintes et de jugements sans nombre qui les maintiennent dans l'abattement. Lorsque nous sortons avec ces amis pour manger dans de grands restaurants, ils ont l'habitude de faire des commentaires désobligeants au sujet des prix exorbitants des repas. Nous trouvons que de tels propos nous empêchent de jouir du moment présent et d'apprécier pleinement le repas. Bien souvent, nous finissons par nous laisser influencer par le mode de pensée de pénurie et pas pour être indisposés par le prix du repas à notre tour. Nous avons remarqué que lorsque nous fixons notre attention sur ce que coûte le repas, nous nous mettons alors à porter des jugements et à mettre en doute la valeur réelle des plats, ce qui gâche totalement l'expérience à cause du stress que cela apporte. Lorsque nous adoptons les points de vue bidons des autres inspirés par la pénurie, nous nous créons alors des limites qui ne nous permettent pas de profiter pleinement de tout ce qui est possible grâce à l'argent. Un point de vue intéressant, être en mode compensation. Ainsi, chaque fois où nous nous trouvons dans ce type de situation anticonsciente au sujet de l'argent, dès le moment où nous sentons l'énergie négative s'accumuler à l'intérieur de nous, et avant que cette énergie nous remplisse totalement,
nous neutralisons ces points de vue en nous disant à nous-mêmes « C'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue au sujet de l'argent. » Cette phrase nous permet d'examiner nos points de vue sans porter de jugement. Elle nous permet de prendre conscience du point de vue que nous avons. De telles affirmations nous libèrent de l'attachement énergétique que nous avons avec le point de vue en question et nous en affranchissent. Chaque fois que nous entendons quelqu'un partager avec nous son point de vue sur l'argent, nous choisissons alors de reconnaître instantanément qu'il ne s'agit que d'un point de vue intéressant. Il n'est pas obligatoire que ce point de vue devienne notre réalité et que nous l'adoptions d'emblée. Lorsque quelqu'un partage avec nous son point de vue arrêté sur quelque chose et que nous choisissons de nous dire à nous-mêmes « Voilà un point de vue intéressant », alors nous altérons la conscience du monde. Cela se produit parce que nous n'avons pas adhéré au point de vue exprimé. Nous ne l'avons pas rendu plus solide. Nous n'avons pas exprimé notre accord à son sujet. Nous n'avons offert aucune résistance et nous n'avons pas réagi à ce qu'il véhiculait. Nous n'en avons pas fait une réalité. Nous avons permis à la réalité de se transformer et de changer. Nous appelons cela être en mode compensation. Vas-y, Tekla, mais t'es muté. Enlève-toi. Rendre infini. Parfois, nous ne nous rendons pas compte sur le champ de ce qui se passe durant les premières étapes d'adhésion au point de vue de quelqu'un à l'égard de l'argent. Le négativisme est déjà là, est déjà présent en nous pour prendre le contrôle de notre être sur le plan énergétique. Lorsque cela se produit, au lieu de réagir spontanément aux émotions qui nous habitent, nous choisissons de les rendre infinis. Et comment faisons-nous cela ? Nous prenons le point de vue que nous avons au sujet de la situation, quel qu'il soit, et nous le rendons infini. Nous faisons cela premièrement en ressentant l'énergie du point de vue en question, puis en lui faisant prendre de l'expansion pour qu'il atteigne une forme encore plus grande que l'univers. À cette étape-ci du processus, le point de vue disparaît, tout simplement. Cela accomplit grâce à l'éveil de la conscience. Il n'y a aucune action spécifique qui doit être entreprise. Le point de vue disparaît dès le moment où nous choisissons de le rendre infini. Lorsque nous Et en rendons... fait, attends, Ouais. juste un moment, parce que le rendre infini, c'est un exercice qu'on a en fondation, mais en fait, quand tu rends quelque chose infini, s'il disparaît, c'est un mensonge. Donc Yes. voilà, s'il reste, c'est une vérité. Donc tout ça, c'est voilà, un mensonge total. Vas-y, continue, je suis désolée. Ça me démangeait. Oui. Donc, lorsque nous rendons nos inquiétudes financières et nos points de vue de pénurie infinis, ils s'évanouissent peu à peu, puis ils disparaissent complètement. Cela se produit parce qu'en rendant un point de vue erroné infini, nous éveillons notre conscience à son égard et il finit par disparaître par lui-même. C'est un peu comme si nous retirions le couvercle d'une marmite à pression. En magnifiant un point de vue jusqu'à l'infini, il finit par devenir un espace vide. Si votre inquiétude au sujet de l'argent est un mensonge, alors elle disparaîtra. Le processus fonctionne à l'inverse pour tout ce qui est vrai également. Lorsque nous rendons quelque chose qui est vrai infini, cette vérité devient pleine et substantielle. Elle nous semble alors plus solide et valide. Elle occupe davantage d'espace. Lorsqu'il s'agit d'une vérité, elle devient plus substantielle. Alors, que se passe-t-il lorsque les gens ne changent pas leur état de conscience au sujet de l'argent? Fois après fois, nous avons trouvé que les gens qui n'ont pas encore la conscience de la prospérité tendent à vivre selon des convictions profondes dont ils ont hérité en grandissant au sujet de leur valeur personnelle, de la valeur des choses et de l'argent. Malheureusement, ils s'accrochent à de telles pensées désuètes en concluant « c'est simplement ainsi que la vie fonctionne ».
Il n'y a pas un moyen d'y échapper. Il n'y a pas une autre option. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne va pas changer, madame. Je vous le dis. Un client m'a dit, je réussis toujours à trouver l'argent nécessaire à ma survie. Je n'ai pas vraiment besoin de plus pour joindre les deux bouts. Je ne suis peut-être pas riche, mais je suis heureux. J'ai entendu ce genre d'excuses partout dans le monde. Les gens qui disent cela ont tendance à se laisser enfermer dans un mode de pensée inconscient et limité. Cela les empêche vraiment de voir les occasions opportunes qui se présentent partout autour d'eux. Il y a eu de nombreux débats au sujet des préceptes de la conscience de la prospérité, selon lesquels si toute la richesse disponible sur la planète était divisée et répartie également entre tous ses habitants demain matin, et que personne ne changeait son état de conscience à l'égard de l'argent, toute la richesse disponible et toutes les ressources se retrouveraient à nouveau entre les mains de ceux qui les possédaient auparavant en quelques années seulement. Les gens qui auront été riches à l'origine le deviendraient de nouveau et les pauvres redeviendraient pauvres. Une étude de suivi menée auprès des gagnants de loterie d'1 million de dollars au Canada illustre parfaitement ce point. Cette recherche a révélé que la vaste majorité des gagnants se sont retrouvés fauchés moins de 5 ans après avoir encaissé leur gros chèque. Leur conscience au sujet de l'argent ne s'était pas développée de manière à leur permettre de profiter de ce qu'ils avaient gagné assez longtemps. La plupart de ces gagnants croyaient que dès le moment où ils remporteraient le gros lot, ils seraient automatiquement libérés de leur ancienne manière de vivre axée sur la pauvreté. Ils croient que lorsqu'ils remporteraient la grosse cagnotte, ils auraient la possibilité alors de faire tout ce dont ils avaient toujours rêvé. La vérité est plutôt qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre que leurs conditions financières changent pour devenir conscients de l'abondance. Maintenant est le moment propice pour cela. Et parce que ces gagnants du gros lot n'ont pas changé leur relation fondamentale avec l'argent, ils ont expérimenté le même niveau de limitation et de chaos financier qu'ils avaient vécu avant d'avoir gagné. La seule différence est que le chaos était devenu plus considérable encore. Waouh! Intéressant. C'est bien la peine. Ah ouais, c'est C'est bien la incroyable. peine d'avoir de l'argent. Et donc, l'argent n'est pas le problème, c'est toi. Il y avait un livre, je crois, dernièrement. Bravo, Audrey. Joël. Joël, tu es trop forte. Alors, devenez conscient des schémas de pensée qui sabotent vos meilleurs efforts. Un puissant moyen d'apporter des changements dans votre vie et de devenir prospère, c'est de commencer à noter ce que vous vous attendez à faire dans votre vie. Commencez à noter ce que vous vous attendez à faire dans votre vie. Soyez attentif à la conscience que vous avez à l'égard de l'argent. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous percevrez alors intuitivement et vous saurez instinctivement si oui ou non votre relation envers l'argent est expansive et consciente. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faudrait pour que vous sachiez exactement ce qui vous empêche d'avoir accès à plus de richesses à cause de la manière dont vous agissez et pensez? Oui. Lorsque nous travaillons avec des clients, Steven et moi, nous les aidons à devenir conscients des schémas de pensée et des points de vue qui sabotent leurs meilleurs efforts sans même qu'ils s'en rendent compte. Nous avons souvent l'occasion d'observer la récurrence de tels schémas chez les gens qui n'ont pas encore adopté la conscience de la prospérité. Des pensées de pénurie et d'insuffisance mènent à des actions inspirées par la contrainte et elles ont pour conséquence le manque de résultats positifs fondamentaux. Je répète, des pensées de pénurie et d'insuffisance mènent à des actions inspirées par la contrainte et elles ont pour conséquence le manque de résultats positifs fondamentaux. C'est énorme. Et là, on arrive à des processus pratiques. Ce n'est pas la fin du chapitre, mais il y a quand même des processus pratiques en plein milieu.
Ouais. Donc, processus pratique, la première étape pour changer votre relation envers l'argent, c'est le discernement. Donc, ci-dessous, j'ai énuméré une série de moyens auxquels les gens ont habituellement recours pour saboter leur potentiel de richesse. Si vous êtes sincère dans votre désir d'avoir plus d'argent dans votre vie, je vous invite à réfléchir à la manière typique dont vous passez vos journées en lien avec l'argent. Que faites-vous et que pensez-vous en général au sujet de l'argent ? La plupart des gens se comportent habituellement de l'une ou l'autre des manières suivantes. Ils travaillent fort pour l'obtenir, le dépenser, et ils s'inquiètent du fait de ne pas avoir assez. Ils planifient ce qu'ils feront avec lui, ou alors ils éviteront toute discussion ou pensée à son sujet. Donc voyez si vous vous comportez de l'une ou l'autre des façons suivantes. C'est clair ? On va les lire chacune une. Ok. Alors, vous arrive-t-il souvent d'accorder à l'argent la suprématie et le contrôle en vous rattachant à vos émotions à l'argent? Vous inquiétez-vous au sujet de l'argent quand vous jetez un coup d'œil à votre relevé bancaire? Non, n'importe quoi. Fonctionnez-vous selon le concept de dépenser l'argent au lieu de le générer? Et comment vous sentez-vous quand vous dépensez l'argent? Gaspillez-vous votre argent en le dépensant dans l'espoir d'être heureux ou comme un moyen d'assurer votre survie? Vous sentez-vous coupable à chaque fois que vous dépensez de l'argent? Avez-vous tendance à le dépenser par crainte, ce qui produit le manque, ou le dépensez-vous en toute liberté dans le but d'en produire davantage? C'est très, très intéressant d'avoir tout ça à la veille de Noël. C'est ça. Vraiment? Vas-y, Tecla. Alors, vous préoccupez-vous davantage de dépenser de l'argent plutôt que d'en accumuler? Si vous estimez que le but de l'argent est de le dépenser, alors, quelles sont vos chances de ne jamais en posséder suffisamment? Magnifique. J'adore ton micro. Ça a totalement changé ta voix. Ah, cool, merci. Ouais, super. Vous arrive-t-il souvent de vous sentir appréhensif et réticent lorsque vient le temps de réclamer l'argent que l'on vous doit? Oh, oh, oh. Ça, c'est un truc d'humanoïde total. Vous sentez-vous timide et hésitant lorsque vous devez recevoir, demander ou parler d'argent? Avez-vous tendance à faire des choix qui sont reliés au coût des choses plutôt qu'à leur qualité? Permettez-vous à l'argent de vous dicter tous vos choix? Non, mais. Vous inquiétez-vous d'avoir à payer par avance pour un événement qui se produira dans le futur? Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais. Vas-y. Vous inquiétez-vous de ne pas pouvoir régler des factures que vous devez recevoir? Avez-vous l'habitude d'avoir des pensées angoissantes au sujet de l'argent? Oh. Donc, processus pratique, encore, suite. Voici quelques autres éléments auxquels portez attention à mesure que vous devenez plus conscient de votre état d'esprit au sujet de l'argent. Avez-vous tendance à donner librement aux autres? Est-ce difficile pour vous de recevoir? Vos attitudes à l'égard de l'argent sont souvent révélatrices de vos attitudes à votre propre égard. Voici des choses à faire et des questions à vous poser. Prêtez attention à la chose la prochaine fois où vous sortirez votre portefeuille ou votre carnet de chèques. Est-ce que je dépense mon argent avec le sentiment de perdre ou de donner quelque chose? Ah, je répète, c'est là. Est-ce que je dépense mon argent avec le sentiment de perdre ou de donner quelque chose? Wow. Vas-y, Tecla. Écoutez ce que vous vous dites à vous-même à chaque fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un. Quelle est mon attitude en rapport avec le fait de donner? Quand est-ce que plus facile pour moi de donner? Quand est-ce le plus difficile?
Écoutez ce que dit votre voix intérieure chaque fois que vous procédez à une transaction financière. Mais non, fais pas ça. Mais non, mais t'as vu le prix. Les entités de la conscience. T'as vu combien ça coûte? Donc, que faudrait-il pour que vous deveniez plus conscient de l'historique de vos dépenses personnelles? Et si vous pouviez examiner attentivement la manière dont vous utilisez votre argent et comment vous vous sentez lorsque vous dépensez de l'argent, vous seriez alors en mesure de découvrir le type de relation que vous entretenez avec l'argent. Utilisez-vous des excuses et des justifications révélatrices? Vous arrive-t-il souvent de dire « j'ai besoin d'argent parce que… » L'historique de vos dépenses personnelles peut vous en dire beaucoup au sujet du paradigme selon lequel vous opérez. La manière dont vous agissez avec l'argent influence votre façon de gérer les difficultés, de réagir à différentes situations et de diriger tous les aspects de votre vie. Je continue. C'est à qui? C'est à moi? Je sais plus. C'est Joël, je crois. Ouais. Ah, laissez tomber le mode de pensée de pénurie. Nous avons un collègue dans la quarantaine qui est expert en création de richesses et qui a réussi à amasser une fortune bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer grâce à ses connaissances en développement du marché immobilier. Bien que son compte en banque n'ait cessé d'augmenter rapidement, son niveau de conscience est demeuré attaché au paradigme de la pénurie. Cela l'a empêché de percevoir son immense richesse et d'en profiter pleinement. Il lui est souvent arrivé d'avoir des inquiétudes récurrentes et même des craintes qu'il n'arrivait pas à posséder suffisamment d'argent, à en gagner suffisamment ou à en conserver suffisamment. Notre collègue nous a joint au téléphone après avoir assisté au lancement de notre livre Conscience Leadership à Melbourne, le leadership conscient, en 2006. Il a dit qu'il avait pris conscience de ses limitations à la suite de la conversation que nous avons eue lors du lancement. Il voulait que nous l'aidions à détruire et à décréer ces limitations. Nous avons accepté de lui prodiguer nos conseils. Lorsque nous avons commencé à travailler avec lui, il a rapidement compris que bien qu'il soit très doué pour générer beaucoup d'argent, il n'était pas capable de jouir de sa richesse à cause de la mentalité de pénurie qui l'animait. Il croyait au faux raisonnement suivant « plus et mieux ». Il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. C'est pourquoi je ferais bien de me dépêcher de prendre ce qui est à moi avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. Ce type de mentalité de nécessiteux l'avait conduit à se montrer thésauristeur, complaisant et avare. Sa peur continuelle de manquer de quelque chose l'empêchait de percevoir l'état naturel et continuel d'abondance qui régnait autour de lui et d'en profiter pleinement. Notre collègue démontrait clairement que l'argent et la réussite en eux-mêmes n'étaient pas suffisantes pour assurer une vie épanouie et vécue dans le contentement. Il était entièrement centré sur l'accumulation et l'acquisition des richesses. Sa conviction était qu'il est toujours mieux d'avoir plus. Son attention était fixée sur ce qu'il n'avait pas au lieu de sur ce qu'il pouvait créer. Il passait beaucoup de temps à réfléchir à tout ce dont il n'avait pas en assez grande quantité, en tentant de trouver comment en acquérir toujours davantage. Cela engendrait chez lui un sentiment d'avidité qui faisait de lui une personne cupide. Cette cupidité voulait dire concrètement qu'il s'accrochait à ses possessions comme s'il lui avait été impossible d'avoir plus que ce qu'il possédait déjà. Cette attitude de nécessiteux devenait le prisme à travers lequel il percevait le monde. Nous lui avons posé les questions suivantes.
Un tel mode de pensée vous aide-t-il à vous sentir plus léger? Quelle est la vérité en jeu ici? Il a répondu non. Je sens que c'est très lourd à porter. Nous lui avons expliqué que si quelque chose lui semblait un fardeau, cela devait être un mensonge pour lui, que la chose soit vraie ou non pour quelqu'un d'autre. La vérité, avons-nous ajouté, avait comme caractéristique de toujours l'amener à se sentir plus léger. Un mensonge allait toujours lui faire sentir les choses comme un fardeau. Vérité et mensonge. Nous avons recommandé à cet expert en création de richesse d'utiliser un outil d'Access intitulé Vérité et mensonge pour lui permettre d'identifier les mensonges liés à la pénurie sur lesquels il semblait fonder ses actions. Le principe derrière cet outil, c'est que chaque fois où notre attention est solidement fixée sur quelque chose, il doit y avoir une vérité, ainsi qu'un mensonge, qui y sont attachés. Nous avons suggéré qu'il lui serait possible de distinguer la vérité des mensonges en se posant la question suivante. Quelle partie de cela est vraie et quelle partie est un mensonge avoué ou inavoué? Donc, quelle partie de cela est vraie et quelle partie est un mensonge avoué ou inavoué? Nous lui avons également suggéré que la majorité des mensonges qui captent notre attention sont des mensonges inavoués. Notre collègue expert en création de richesse était aveugle quant au fait qu'il avait fonctionné selon un paradigme de pénurie toute sa vie. Il n'arrivait pas à se dégager vraiment d'un tel paradigme en générant simplement beaucoup d'argent, puisqu'il obéissait à une série de principes de création de richesse instaurés par quelqu'un d'autre. Il avait été entraîné à croire qu'il valait mieux posséder toujours plus, et il continuait à réfléchir à ses projets financiers avec les phrases suivantes. Je ne possède pas suffisamment de biens, et j'ai besoin d'en posséder davantage. Nous lui avons dit que si une pensée devenait récurrente, alors il devrait se poser la question suivante. Quelle partie de cela est vraie? Nous lui avons expliqué que trouver la réponse à cette question l'amènerait à se sentir beaucoup plus léger. Après cela, il lui faudrait se demander ceci. Quels sont les mensonges, avoués ou inavoués, qui y sont attachés? Notre client a réfléchi à la question. Il a pu voir ce qui l'empêchait de jouir d'une véritable prospérité après qu'il eut découvert les mensonges inavoués suivants. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour tout le monde. Il n'y en a jamais assez. Il est devenu conscient que son énergie avait été essentiellement consacrée jusqu'ici à chercher à échapper au sentiment de manque qu'il ressentait et à la crainte innée d'être perdant et de voir ce qu'il possédait se retrouver entre les mains d'autres personnes. Lorsqu'il a découvert ces mensonges, il a fait l'expérience d'une véritable libération. Le processus d'identification de la vérité et de mensonge l'a aidé à voir les mensonges de pénurie qu'il avait retenus captifs jusqu'ici. Il a été en mesure de reconnaître que son sentiment continuel de manque constituait l'émotion qui le poussait à créer la richesse. Notre collègue, expert en création de richesse, a reconnu que s'il désirait jouir de sa fortune, il devait alors cesser de fonctionner sur la base du paradigme mensonge de la pénurie. Nous lui avons donc recommandé d'utiliser l'outil vérité et mensonge sur une base régulière pour démasquer tous les autres mensonges inavoués d'un mode de pensée inspiré par la peur de la pénurie, lequel avait été son mode principal de fonctionnement jusqu'ici. Il n'y a que lui, hein. Ah oui, c'est sûr. Il y en a plein qui disent, mais c'est comme ça, il n'y a pas l'argent pour tout le monde. Eh oui, eh oui. Alors, percevoir, savoir, incarner et recevoir. Après s'être soumis au processus de vérité et mensonge, notre collègue expert en création de richesse nous a confié qu'il désirait voir se développer et grandir sa conscience de la prospérité. Il a reconnu que, quelles que soient les actions qu'il faisait pour générer une énorme richesse, même s'il possédait une fortune gigantesque, il ne serait jamais véritablement prospère tant que l'état de sa conscience n'allait pas changer. Tout demeurerait comme c'était. Il continuerait de se sentir inquiet du fait de ne jamais en avoir suffisamment.
Nous l'avons invité à utiliser l'outil Access intitulé Percevoir, savoir, incarner ou être et recevoir pour le libérer des limitations qui le retenaient captif à propos de l'argent. Nous lui avons suggéré qu'il se pose chaque jour la question suivante, à 30 reprises, durant au moins 30 jours d'affilée. Donc voilà les devoirs pour les 30 prochains jours. Merci, madame. Que dois-je percevoir, savoir, incarner et recevoir qui me procurerait une clarté et une aisance totale en rapport avec l'argent, la prospérité et l'abondance? Ah, Audrey, tu les écris. En fait, incarner, c'est être. On Oui. peut le dire. Donc, que dois-je percevoir, savoir, être et recevoir qui me procurerait une clarté et une aisance totale en rapport avec l'argent, la prospérité et l'abondance? Cette question lui a permis de commencer à se libérer dans les domaines où il avait fait de sa vie la limitation qu'elle était devenue. Cela lui a permis de commencer à vivre dans une attitude de célébration. Il cherche désormais la joie de l'existence au lieu du sentiment de découragement et d'insuffisance. Il se crée désormais une réalité totalement différente. Comment les choses pourraient-elles être encore meilleures qu'elles ne le sont en réalité? Nous utilisons souvent le même outil, Steven et moi, pour changer toute idée dans notre vie qui ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions. Ce simple processus nous aide continuellement à nous libérer des limitations qui nous empêchent d'avancer. Donc nous aimons utiliser la version longue. Percevoir, savoir, être et recevoir ce que je refuse, ce que je n'ose pas, ce que je ne dois jamais, et également percevoir, savoir, être et recevoir ce qui me procurerait une clarté et une aisance totale en rapport avec. Et nous insérons tout ce qui nous préoccupe dans l'espace vide. Les enjeux liés à l'argent, au travail, aux relations interpersonnelles, à nos investissements et aux membres de notre personnel. Tu veux continuer encore un peu? Choisir ou ne pas choisir? Là est la question. Le choix vous appartient. To be or not to be. Choisir ou ne pas choisir. Et peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça peut être juste le moment de choisir quelque chose de différent. Nous avons rencontré plusieurs personnes, Steven et moi, qui parviennent à attirer d'énormes quantités d'argent, mais qui ne sont pas capables d'en retenir l'énergie ou de favoriser l'expansion de leur richesse. Elles sont coincées dans le paradigme de la pénurie et s'inquiètent continuellement de la possibilité de se retrouver sans le sou, ou bien encore, elles cherchent désespérément à ne pas se retrouver pauvres. La quantité d'argent qu'elles ont déjà dans leur vie ne fait aucune différence. Puisqu'elles s'accrochent à un mode de pensée inspiré par la crainte de la pénurie, elles ne parviendront jamais à être autre chose que des pauvres. Parce que c'est ce qu'elles sont persuadées de devenir. Personne ne fait le projet dans la vie de se retrouver sans le sou de façon permanente. Et il n'est pas possible que quelqu'un désire intentionnellement un mode de vie caractérisé par la pauvreté et l'échec. Alors, pourquoi donc les gens adoptent-ils un style de vie axé sur la pénurie, lequel deviendra, pour une raison ou une autre, leur condition permanente? Nous vivons dans un univers surabondant. Pourquoi de telles personnes semblent-elles ne jamais pouvoir échapper au piège de la pauvreté? Même lorsqu'elles reçoivent des quantités d'argent inattendues, elles trouvent alors le moyen de répartir ces surplus le plus rapidement possible. L'argent semble ne jamais pouvoir demeurer en leur possession très longtemps.
Elles sont toujours en train d'attendre que les circonstances extérieures changent ou de trouver des raisons pour lesquelles il leur est impossible de ne jamais prospérer dans la vie. La leçon de tout ça nous a été démontrée durement lorsque nous avons tenté, Steven et moi, d'aider un ami qui avait de sérieuses difficultés financières. Nous lui avons prêté une grosse somme d'argent pour lui permettre de régler les dettes qu'il avait accumulées sur ses cartes de crédit. Nous lui avons également proposé d'autres outils et des recommandations qui nous semblaient pertinents pour l'aider à découvrir ce qui était la cause de ses difficultés financières. Il a refusé notre proposition. Lorsque nous lui avons demandé s'il avait tiré parti des outils et des recommandations que nous lui avions fournis, il a dit « Eh bien, non, pas vraiment ». Et il a ajouté qu'il n'en avait pas le temps, qu'il était trop occupé et que ça lui paraissait trop difficile. Il n'avait pas l'impression que ces outils pourraient l'aider vraiment. Et il ne pouvait pas imaginer comment il pourrait être utile dans une situation comme la sienne. Ce dont il avait vraiment besoin était d'encore plus d'argent qui lui permette de se tirer de la situation financière fâcheuse dans laquelle il se trouvait de nouveau. Et il avait de nombreuses justifications pour expliquer pourquoi sa vie était dans l'état lamentable où elle se trouvait. Je vais continuer. C'est à toi, Audrey, non? À toi, Joël. À moi. Bon, au début, je me suis pas accordé le droit de discerner clairement la vérité quant à l'attitude fondamentale de notre ami. Je lui ai fourni plusieurs occasions de profiter de notre naïveté parce que je n'étais pas disposée à identifier comment sa manière d'agir allait à l'encontre de ce qui est expansif et bien. J'ai commis l'erreur de penser que parce qu'il nous avait demandé de l'aider à régler ses dettes de carte de crédit, il désirait par le fait même se débarrasser de sa mentalité influencée par la crainte de la pénurie et devenir conscient. Nous n'avons pas mis beaucoup de temps à comprendre que quel que soit le montant d'argent que nous serions prêts à donner à notre ami, il le dépenserait immédiatement. Il reviendrait bientôt vers nous pour en redemander davantage sans aucune intention de nous rembourser. Il n'avait manifesté aucun réel intérêt à se sortir de son mode de vie pauvre, de pauvreté, bien que sa situation financière soit passée de mauvaise à catastrophique. Il refusait de sortir de la petite boîte dans laquelle il s'était lui-même emmuré. Nous avons compris que son choix était d'être anticonscient à l'égard de l'argent et de la manière dont il dirigeait sa vie. Il ne choisissait pas d'être attentif à ce qu'il faisait. C'était ainsi qu'il désirait vivre. Nous avons reconnu le choix qu'il avait fait sans porter de jugement, voulant que ce soit bien ou mal, bon ou mauvais. Nous n'avons pas tenté de lui imposer notre point de vue. Au lieu de cela, nous avons posé quelques questions pour l'encourager à devenir conscient des choix qu'il faisait. Et la première, que désires-tu dans la vie? On peut les lire l'un après les autres ou c'est moi tout seul? Que faudrait-il pour que tout dans ta vie se mette à prendre une expansion exponentielle? Que ferais-tu avec cet argent? Quel usage ferais-tu de l'argent? Qu'es-tu indisposé à recevoir au sujet de l'argent qui, si tu étais disposé à le recevoir, te permettrait de générer de formidables sommes d'argent dans ta vie? Nous sommes reconnaissants des leçons importantes que nous avons apprises avec notre ami parce que cela nous a amenés à nous poser certaines questions importantes. Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables de se sortir des pièges de la pauvreté? Qu'est-ce qui les prive du pouvoir de changer? Quels sont les facteurs de différenciation qui séparent les gens véritablement prospères de ceux qui ont une mentalité de pénurie?
Nous nous sommes alors engagés dans la quête de découvrir quelles sont les différences fondamentales entre les gens qui ont beaucoup de richesses et les gens qui semblent toujours être à court d'argent ou dont les ressources financières sont éphémères. Notre quête, notre exploration et nos investigations nous ont permis de conclure une fois de plus que cela était avant tout une question de choix. Et donc, si tout est une question de choix, exercer le pouvoir de choisir. Nous avons découvert que contrairement aux gens prospères, les gens qui fonctionnent selon le paradigme de la pénurie vivent comme s'ils ne jouissaient pas du pouvoir de choisir. En fait, la plupart des gens qui ont un état d'esprit de pénurie ne sont pas conscients qu'ils ont l'option de choisir ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ne savent pas qu'ils peuvent exercer de tels choix en vue d'assurer la qualité de leur existence. L'étendue de ce qu'ils peuvent accomplir est limitée par leur manque de discernement et par ce qu'ils omettent de choisir. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ne savent pas, il y a très peu de possibilités qu'ils puissent changer. Pour eux, le changement est inimaginable. Ces personnes ne peuvent pas et ne veulent pas reconnaître qu'elles sont les créatrices de leur réalité. Elles ont créé leur mode de vie en fonction de leur triste histoire financière. Ce sont ces événements tristes qui ont donné à leur existence tout leur sens et leur signification. Les personnes ont construit leur vie en fonction de leur histoire personnelle. Et elles se sont donné la mission de prouver au reste du monde que leur vie est moche. Notre ami avec ses problèmes d'argent était la victime de ses traumatismes, de ses drames et de son inconscience au sujet de l'argent. Il avait la capacité à s'accrocher à son mode de pensée inspiré par la pénurie. Il fixait continuellement son attention sur ce qui manquait et il mettait le blâme sur les piètres conditions du marché, sur sa santé, sur les désastres naturels ou sur d'autres situations externes pour justifier sa condition financière. Il n'était pas du tout disposé à faire ce qui s'imposait pour changer sa vie. Malheureusement, notre ami avait construit son histoire financière triste sur un tas de mensonges. Il n'était même plus conscient des mensonges qu'il se racontait à lui-même sur sa situation financière pour pouvoir continuer à faire semblant. Plus il s'accrochait à son histoire triste, et plus cette histoire devenait solide et réelle pour lui. Sa réalité n'en était pas une d'abondance. Ouh, cette phrase est un peu bizarre. Elle reflétait plutôt la pénurie et le manque. Et tout cela, c'était le résultat de, vous savez quoi ? Ses choix. Notre ami avait développé l'habitude hyper réconfortante de s'inquiéter et de se tourmenter pour des choses qui demeuraient hors de son contrôle. Il avait les yeux fixés sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Il comptait sur le fait que les conditions hors de son contrôle allaient changer pour que sa situation s'améliore. Il prenait ses décisions en fonction de ce qu'il croyait désirer, mais il n'était pas ouvert à ce qui était possible. Il s'était façonné une réalité qui était basée sur « je désire avoir plus d'argent ». À vous les filles. Je ne veux pas d'argent. Quoi? Je veux pas d'argent. Non, non. Nous avons découvert, en travaillant avec des clients et en travaillant sur nous-mêmes, que lorsque nous disons « je désire ceci ou cela », ce que nous sommes en train de dire, d'affirmer alors est « je manque de ceci ou cela ». Nous pensons peut-être que nous désirons vraiment quelque chose, mais la plupart du temps, ce sentiment constitue un indice que le paradigme de la pénurie est en train d'opérer en nous. Lorsque nous disons que nous voulons quelque chose, nous estimons alors que nous n'avons pas suffisamment de cette chose. Cela est souvent une indication de la manière dont nous sentons que nous ne sommes pas suffisamment en nous-mêmes. Lorsque nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment... Non, pardon, Pokenpod. Oups. Cela est souvent une indication de la manière dont nous sentons que nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. Lorsque nous pensons que nous ne sommes pas suffisants, alors nous nous efforçons de compenser ce sentiment intérieur de manque et d'insuffisance en désirant certaines choses qui nous entourent. Et les mots « je veux »
constitue un élément clé du paradigme de la pénurie. Gary nous a suggéré qu'au lieu de créer à partir de l'affirmation « je veux de l'argent », nous devrions plutôt créer à partir de l'affirmation « je ne veux pas d'argent ». Il nous a expliqué qu'à chaque fois que nous disons « je veux de l'argent », nous affirmons en réalité « je manque d'argent » et c'est ce qui se produit dans notre vie. Quelle que soit la chose sur laquelle vous fixez votre attention, c'est ce qui vous sera accordé en quantité par voie de conséquence. Lorsque vous vous concentrez sur « je manque d'argent », vous constaterez alors que vous vous retrouvez dans un mode non constructif et non créatif. Dans un tel contexte, il n'existe aucune solution possible. Lorsque vous êtes concentré sur le manque de quelque chose, c'est ce que vous recevrez en quantité par voie de conséquence. Le manque, hein, c'est le manque que vous allez recevoir en quantité. Si vous n'appréciez pas ce que vous recevez, alors il vous faut changer votre manière de penser. Gary nous a proposé une expérience pour nous aider à changer de paradigme. Est-ce qu'on veut le faire ensemble? Est-ce que vous êtes prêts? On va le répéter ensemble. Alors, Okay. juste Oui. je veux rajouter un petit quelque chose parce que si tu recherches la définition du mot vouloir dans un dictionnaire avant 1946 ou 46, je ne sais jamais lequel, parce que Gary se base toujours sur les définitions, sur les dictionnaires d'avant 1946. Après, ça a été détourné dans le but de voilà, influencer les gens. Et tu le recherches, que ce soit en anglais ou en français, il y a 27 définitions de manque, que vouloir veut dire manque de, et une seule qui veut dire désir. Donc, en fait, quand tu dis je veux pas d'argent, ça veut dire je ne manque pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. C'est pour ça qu'on va le répéter. Je ne veux pas d'argent, c'est je manque pas d'argent. Ça veut dire amen, amen, amen. Right? Ok, on le Right? répète alors. Right. C'est parti. Donc, on va le cette répéter fois, je cette veux pas d'argent. Je... Attends, je vais unmuter tout le monde. Allez, tout le monde est unmuté. Allez, vas-y. 1, 2, Là, vas-y. 3. Je ne veux pas d'argent. Je veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. Je veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. Je veux pas d'argent. Pas d'argent. Je veux pas d'argent. Je ne 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 veux pas d'argent. Steven va adorer ce passage. Il faut le faire écouter à Steven. C'était le chaos total, j'adorais. C'était parfait. Merci, Tekla. Au plaisir. Quelle légèreté, n'est-ce pas? Et quoi d'autre est possible maintenant? Ah, voilà. Si vous êtes comme la plupart des gens, le fait d'affirmer « je ne veux pas d'argent » vous permettra de vous sentir plus léger. Parce que lorsque vous dites cela, vous êtes en train d'affirmer « je ne manque pas d'argent ». En fait, je ne l'avais pas lu. Oui, mais qu'est-ce que tu sais, Joël? Ah. Donc c'est à ce moment que les choses commenceront à s'ouvrir en votre faveur. Lorsque vous commencez à affirmer « je ne veux pas d'argent » et à reconnaître la vérité selon laquelle vous ne manquez pas d'argent, vous attirerez alors l'argent. Et ne le faites pour rien d'autre. Yes. Je veux pas de clients, je veux pas d'un homme dans la vie, je veux rien, je veux rien. Hors de la pénurie vers la prospérité. Allons-y. Alors, nous avons découvert, Steven et moi, que pour devenir prospère, tout ce que nous avions à faire était de choisir la conscience de la prospérité. La conscience de la prospérité est un choix.
tout comme le paradigme de la pénurie et celui de l'anticonscience, ce sont également des choix. La conscience de la prospérité est facilement accessible à tous ceux qui aspirent à la connaître, si ces derniers perçoivent et savent qu'ils peuvent jouir de ce privilège et s'ils sont disposés à le recevoir et à l'incarner et à l'être. Vous pensez peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Je vous entends. Comment puis-je choisir la prospérité conscientisée lorsque je me sens prisonnier du paradigme de la pénurie? Ou peut-être savez-vous ce qu'il vous faut faire, mais vous n'arrivez pas à agir en conséquence. Si vous n'aimez pas être prisonnier du paradigme de la pénurie, pourquoi alors vous entêtez-vous à ne penser qu'à cela et à choisir cette option? Pour choisir la conscience de la prospérité, vous devez n'accorder aucune attention à ce que vous trouvez inacceptable au sujet de votre situation financière. Je répète, pour choisir la conscience de la prospérité, vous devez n'accorder aucune attention à ce que vous trouvez inacceptable au sujet de votre situation financière. Au lieu de cela, il vous faut fixer votre attention sur les possibilités infinies et sur ce que vous désirez créer. Lorsque nous avons commencé à faire cela, Steven et moi, nous avons commencé à percevoir et à voir plusieurs nouvelles possibilités se présenter à nous. Nous avons été capables de les saisir en dépit de la réalité de la situation financière dans laquelle nous nous trouvions jusque-là. Ainsi, que faudrait-il pour que vous fassiez le choix de vous révéler plus grand que ne l'indique votre situation présente? Que faudrait-il pour que votre conscience de la prospérité prenne de l'expansion? Le choix. À toi, Audrey. Donc, un petit processus pratique, il y en a beaucoup dans ce chapitre. Donc, essayez de vous imaginer ce que cela pourrait signifier pour vous de devenir conscient et de jouir de la prospérité conscientisée. Posez-vous la question suivante. Que serais-je si je devenais l'être infini que je suis en réalité? Et donc, devenez l'être infini que vous êtes. Que devez-vous être pour devenir véritablement conscient et prospère? La réponse, c'est qu'il vous faut devenir simplement vous-même. Vous devez réclamer et incarner être la capacité d'être pleinement présent comme l'être infini que vous êtes en réalité. Lorsque j'ai entendu pour la première fois qu'il me fallait réclamer et être la capacité d'être pleinement présente en tant que moi, l'être infini que je suis, je n'étais pas vraiment certaine de ce que cela signifiait vraiment. J'avais l'habitude de croire que pour me révéler comme un être infini, il me fallait être irréprochable, impeccable et absolument parfaite en tout. Je croyais que cela signifiait qu'il me fallait me comporter d'une certaine manière. Je faisais de l'idée de me révéler comme un être infini quelque chose de très important. Cela exige beaucoup d'énergie. Et à cause de cela, je me suis retrouvée très déconcertée. Toutefois, au lieu de baisser les bras, je n'ai pas cessé de me poser les 3 questions suivantes. Il y en a une pour chacune, les filles. T'es là, tu rallumes ton micro. Que serais-je si je devenais l'être infini que je suis fondamentalement? Que faudrait-il pour que je réclame et incarne ou soit ma capacité d'être pleinement moi, l'être infini que je suis? Quelles sont les infinies possibilités que cela se produise avec facilité et aisance? Je n'avais aucune idée de comment cela allait se produire ou de l'aspect que cela prendrait. Je n'ai tout simplement pas cessé de poser ces 3 questions. Ces questions m'ont aidé à comprendre que réclamer et incarner la capacité d'être pleinement moi-même constituait la même énergie dont j'avais fait l'expérience à un très jeune âge, lorsque j'étais disposée à n'être que moi. Lorsque j'étais enfant, je n'avais aucun désir d'impressionner qui que ce soit. Je ne m'efforçais pas de faire les choses de la bonne manière. J'étais simplement l'être infini que je suis fondamentalement. J'étais disposée à être en communion avec tout ce qui m'entourait. Je n'érigeais aucune barrière pour m'empêcher de recevoir quoi que ce soit. C'est ce à quoi ressemble l'énergie d'être simplement la personne que je suis.
Cela n'a rien à voir avec l'idée de prétendre être quelqu'un d'autre ou de devenir quelque chose que je ne suis pas. Dès le moment où j'ai été en mesure de percevoir à quoi ressemblait cette énergie du point de vue des émotions, j'ai été capable de l'incarner, de l'être. J'ai commencé à devenir prospère à l'instant où j'ai choisi pour moi-même de l'être. La conscience de la prospérité est quelque chose dont on fait l'expérience ici et maintenant. Elle se met à opérer dès le moment où je choisis d'être tout ce qui est possible. Abondance, prospérité et richesse demeurent toujours à votre portée, mais vous devez choisir de vous rendre accessible à leur égard. Êtes-vous disposé à recevoir, à réclamer, à être et à reconnaître que vous êtes digne de jouir de l'abondance, de la prospérité et de la richesse? Oh, yes. Ah. Tekla, vas-y. Donc, les outils à utiliser pour choisir la conscience de la prospérité. Adoptez une attitude d'ouverture. Dites-vous à vous-même, voilà un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue au sujet de l'argent. Utilisez rendre infini lorsque vous devez affronter des points de vue négatifs. Voici les choses à faire. Prenez votre point de vue négatif au sujet d'une situation et rendez-le infini. Ressentez l'énergie de ce point de vue et rendez-le plus grand que l'univers. Et parce qu'il est faux, ce point de vue disparaîtra dès le moment où vous déciderez de le rendre infini. Devenez conscient des schémas de pensée qui sabotent vos efforts. Donc, voici les choses à faire. Identifiez ce que vous vous attendez à faire dans votre vie. Soyez conscient de votre attitude fondamentale à l'égard de l'argent. En fait, c'est un résumé de tout le chapitre qui prennent. Ouais. C'est ça. Utilisez l'outil, j'y vais, ouais, utilisez l'outil vérité et mensonge pour identifier les mensonges liés à la pénurie. Voici des questions à vous poser. Cette conviction profonde m'amène-t-elle à me sentir plus léger? Quelle est la vérité ici? Quelle portion de cela est vraie et quelle portion constitue un mensonge avoué ou inavoué? Découvrez la vérité des pensées récurrentes. Voici des questions à vous poser. Quelle portion de cela est vraie? Quels sont les mensonges avoués ou inavoués qui sont attachés à cette pensée? C'est clair? Utilisez l'outil percevoir, savoir, être et recevoir pour vous libérer des limitations que vous avez à l'égard de l'argent. Voici une question à vous poser, une chose à vous dire à vous-même. Donc, que dois-je percevoir, savoir, être et recevoir qui pourrait me procurer une clarté et une aisance totale à l'égard de l'argent, de la prospérité, de l'abondance? Percevoir, savoir, être et recevoir ce que je refuse, ce que je n'ose pas, ce que je ne dois jamais, et également percevoir, savoir, être et recevoir ce qui me procurerait une clarté et une aisance totale en rapport avec blabla, blabla, blabla. Bien que cette phrase semble longue, chaque mot a été judicieusement choisi pour son énergie. L'effet général, lorsque cette question est posée, est de vous libérer de toute limitation inavouée ou non reconnue. Devenez l'être infini que vous êtes. Voici des questions à vous poser. Que serait-ce si je devenais l'être infini que je suis fondamentalement? Que faudrait-il pour que je réclame et j'incarne ma capacité d'être pleinement moi, l'être infini que je suis? Quelles sont les infinies possibilités que cela se produise avec aisance? Et tout cela fois un Dieu là, 1 milliard de Dieu là. Voulez-vous le détruire et décréer? Yes! I won't give up on shorts, boys and beyonds. Alors voici qui conclut le dernier chapitre de ce magnifique livre. Voilà, bientôt en ligne. Oh là là, la conscience de la prospérité, eh oui. Alors, je vais arrêter la